pas un instant, Anne ne m'avait dit « Je ne raconterai rien à votre père, je ne suis pas délatrice, mais vous allez me promettre de bien travailler. » Ce genre de calcul lui était étranger. Je m'en félicitais et lui en voulais à la fois, car cela m'eût permis de la mépriser. Elle évita ce faux pas comme tous les autres, et ce fut après le potage seulement qu'elle sembla se souvenir de l'incident. « J'aimerais que vous donniez quelques conseils avisés à votre fille, Raymond. Je l'ai trouvée dans le bois des pins avec Cyril ce soir, et il semblait du dernier bien. » Mon père essaya de prendre cela à la plaisanterie, le pauvre. « Que me dites-vous là? Que faisait-il » ? « Je l'embrassais, criai-je, avec ardeur. Anne a cru… Je n'ai rien cru du tout, coupa-t-elle. Mais je crois qu'il serait bon qu'elle cesse de le voir quelque temps et qu'elle travaille un peu sa philosophie. La pauvre petite, dit mon père. Ce Cyril est gentil garçon, après tout. Cyril est aussi une gentille petite fille, dit Anne. C'est pourquoi je serais navrée qu'il lui arrive un accident. Étant donné la liberté complète qu'elle a ici, la compagnie constante de ce garçon et leur désœuvrement, cela me paraît inévitable. Pas vous ? Au son de ce « pas vous », je levai les yeux et mon père baissa les siens, très ennuyé. Vous avez sans doute raison, dit-il. Oui, après tout, tu devrais travailler un peu, Cécile. Tu ne veux quand même pas refaire une philosophie. Que veux-tu que ça me fasse ? Répondis-je brièvement. Il me regarda et détourna les yeux aussitôt. J'étais confondue. Je me rendais compte que l'insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie, et ne pas disposer d'arguments pour se défendre. Voyons, dit Anne en saisissant ma main par-dessus la table. Vous allez troquer votre personnage de fille des bois contre celui de bonne écolière, et seulement pour un mois. C'est pas grave, non ? Elle me regardait. Il me regardait en souriant. Sous ce jour, le débat était simple. Je retirai ma main doucement. Si, dis-je, c'est grave. Je le dis si doucement qu'ils ne m'entendirent pas, ne le voulurent pas. Le lendemain matin, je me retrouvai devant une phrase de Bergson. Il me fallut quelques minutes pour la comprendre. Quelque hétérogénéité qu'on puisse trouver d'abord entre les faits et la cause, et bien qu'il y ait loin d'une règle de conduite à une affirmation sur le fond des choses, c'est toujours dans un contact avec le principe générateur de l'espèce humaine qu'on s'est senti puiser la force d'aimer l'humanité. Je me répétais cette phrase, doucement d'abord, pour ne pas m'énerver, puis à voix haute. Je me pris la tête dans les mains et la regardai avec attention. Enfin, je la compris. Et je me sentis aussi froide, aussi impuissante qu'en la lisant pour la première fois. Je ne pouvais pas continuer. Je regardais les lignes suivantes, toujours avec application et bienveillance, et soudain quelque chose se leva en moi, comme un vent, me jeta sur mon lit. Je pensais à Cyril qui m'attendait sur la crique dorée, au balancement doux du bateau, au goût de nos baisers, et je pensais à Anne. J'y pensais d'une telle manière que je m'assis sur mon lit, le cœur battant, en me disant que c'était stupide et monstrueux, que je n'étais qu'une enfant gâtée et paresseuse, et que je n'avais pas le droit de penser ainsi. Et je continuais, malgré moi, à réfléchir qu'elle était nuisible et dangereuse, et qu'il fallait l'écarter de notre chemin. Je me souvenais de ce déjeuner que je venais de passer, les dents serrées, ulcérées, défaites par la rancune. Un sentiment que je me méprisais, me ridiculisait d'éprouver. Oui, c'est bien là ce que je reprochais à Anne. Elle m'empêchait de m'aimer moi-même. Moi, si naturellement faite pour le bonheur, l'amabilité, l'insouciance, j'entrais par elle dans un monde de reproches, de mauvaise conscience, où trop inexperte à l'introspection, je me perdais moi-même. Et que m'apportait-elle ? Je mesurais sa force. Elle avait voulu mon père, elle l'avait. Elle allait peu à peu faire de nous le mari et la fille d'Anne Larsen, c'est-à-dire des êtres polissés, bien élevés et heureux, car elle nous rendrait heureux. Je sentais bien avec quelle facilité, nous, instables, nous céderions à cet attrait des cadres, de l'irresponsabilité. Elle était beaucoup trop efficace. Déjà mon père se séparait de moi, ce visage gêné, détourné qu'il avait eu à table m'obsédait, me torturait. Je me souvenais avec une envie de pleurer de toutes nos anciennes complicités, de nos rires quand nous rentrions à l'aube en voiture dans les rues blanches de Paris. Tout cela était fini. À mon tour, j'allais être influencée, remaniée, orientée par Anne. Je n'en souffrirais même pas. Elle agirait par l'intelligence, l'ironie, la douceur. Je n'étais pas capable de lui résister. Dans 6 mois, je n'en aurais plus envie.
Fallait absolument se secouer, retrouver mon père et notre vie d'antan. De quel charme ne se paraient pas pour moi subitement les 2 années joyeuses et incohérentes que je venais d'achever, ces 2 années que j'avais si vite reniées l'autre jour. La liberté de penser et de mal penser, et de penser peu, la liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux dire d'être moi-même, puisque je n'étais rien qu'une pâte modelable, mais celle de refuser les moules. Je sais qu'on peut trouver à ce changement des motifs compliqués, que l'on peut me doter de complexes magnifiques, un amour incestueux pour mon père ou une passion malsaine pour Anne. Mais je connais les causes réelles. Ce furent la chaleur, Bergson, Cyril, ou du moins l'absence de Cyril. J'y pensais tout l'après-midi, dans une suite d'états désagréables, mais tous issus de cette découverte que nous étions à la merci d'Anne. Je n'étais pas habituée à réfléchir, cela me rendait irritable. À table, comme le matin, je n'ouvris pas la bouche. Mon père se crut obligé d'en plaisanter. Ce que j'aime dans la jeunesse, c'est son entrain, sa conversation. Je le regardais violemment, avec dureté. Il était vrai qu'il aimait la jeunesse. Mais avec qui avais-je parlé, si ce n'est avec lui? Nous avions parlé de tout, de l'amour, de la mort, de la musique. Il m'abandonnait, me désarmait lui-même. Je le regardais, je pensais, tu ne m'aimes plus comme avant, tu me trahis. Et j'essayais de le lui faire comprendre sans parler. J'étais en plein drame. Il me regarda aussi, subitement alarmé, comprenant peut-être que ce n'était plus un jeu, que notre entente était en danger. Je le vis se pétrifier, interrogateur. Anne se tourna vers moi. Vous avez mauvaise mine. J'ai des remords de vous faire travailler. Je ne répondis pas. Je me détestais trop moi-même pour cette espèce de drame que je montais et que je ne pouvais plus arrêter. Nous avions fini de dîner. Sur la terrasse, dans le rectangle lumineux projeté par la lumière de la salle à manger, je vis la main d'Anne, une longue main vivante, se balancer, trouver celle de mon père. Je pensais à Cyril. J'aurais voulu qu'il me prît dans ses bras, sur cette terrasse, criblée de cigales et de lune. J'aurais voulu être caressée, consolée, raccommodée avec moi-même. Mon père et Anne se taisaient. Ils avaient devant eux une nuit d'amour. J'avais Bergson. J'essayais de pleurer, de m'attendrir sur moi-même, en vain. C'était déjà sur Anne que je m'attendrissais, comme si j'avais été sûre de la vaincre. Merci, au revoir et à demain.